une interro un peu globale sur la chimie en quatrième, avec des écritures d'équations, donc de la nomenclature, de la pondération, des grandeurs chimiques, des problèmes stoichiométriques avec et sans excès, des vérifications de la loi de Lavoisier. Donc c'est une interro complète sur la fin de la chimie quantitative. Alors, on demande tout d'abord de savoir écrire et pondérer des équations. Donc c'est de la nomenclature. Quand on fait réagir de l'acide nitreux, donc l'acide c'est H, nitre c'est l'azote, et nitreux il possède peu d'oxygène, et peu d'oxygène c'est NO2, puisqu'il y a les nitrites avec 2 oxygènes, et les nitrates avec 3 oxygènes. Donc ici c'est le peuvre qui correspond au nitrite. Alors les valences du nitrite, du nitrate, elles sont des valences de 1, il faut les savoir par cœur. Et l'hydrogène, il a 1 point, donc c'est une valence de 1 aussi. Donc il n'y a pas de petits indices à mettre à l'hydrogène ni au nitrite. On fait agir ça avec de l'hydroxyde d'aluminium. Donc hydroxyde, c'est le groupement OH, on entend hydrogène et oxygène. D'aluminium, le métal se met à l'avant. Et la valence de l'aluminium, si on le regarde dans le tableau, il a 3 points, donc il a une valence 3. Et le OH, l'oxygène, il a 2 points, donc il a une valence 2, mais si on lui ajoute un hydrogène dessus, il n'a plus qu'une valence 1. Et donc on croise les valences, et on va indiquer le 3 sur l'hydroxyde et le 1 sur la L, mais il ne s'écrit pas. Alors on obtient, quand on fait réagir de l'acide nitreux et de l'hydroxyde d'aluminium, on obtient, donc on écrit la flèche, c'est les produits qu'on obtient maintenant, du nitrite d'aluminium. Donc aluminium, nitrite, alors les frites se prennent à 2, et les nitrates, les patates, se prennent à 3. Alors les valences n'ont pas changé, donc le nitrite à gauche est d'une valence 1, à droite est d'une valence 1, l'aluminium à gauche est d'une valence 3, à droite est toujours d'une valence 3. Il n'y a pas de changement de valence dans les différentes molécules. Et donc on croise les valences, celle de l'aluminium va au nitrite, celle du nitrite va à l'aluminium, donc on n'écrit pas le 1. Et on obtient aussi de l'eau, nous dit-on dans l'énoncé. Alors pour pondérer cette équation, le plus facile, c'est pas de commencer à pondérer les oxygènes dans les 4 composés, ça va être compliqué, mais vraiment se rendre compte que c'est une neutralisation entre un acide et une base. Et donc on a en fait des molécules qui ont une partie positive et une partie négative qui se recombinent en mettant les plus et les moins des 2 molécules ensemble. Donc on croise quelque part le plus et le moins. Et donc il faut vraiment pondérer le nitrite comme étant un groupement nitrite. Et on voit qu'il y en a 3 chez les produits. Donc je mets un 3 devant l'acide nitreux pour que j'y mette 3 nitrites de chaque côté. Et donc l'aluminium, il n'y en a qu'un des 2 côtés. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de quoi faire de l'eau. Donc pour faire de l'eau, il nous faut du H et du OH. Donc dans l'eau, il y a du H et du OH, c'est parties positives et négatives. Et on voit que dans le nitrite, il y a 3 H. Et dans l'hydroxyde, il y a 3 OH, donc ça nous fait 3 molécules d'eau. Donc l'équation, c'est 3HNO2 plus ALOH 3 fois, donne ALNO2 3 fois, plus 3H2O. Voilà pour l'écriture et la pondération de l'équation de neutralisation entre un acide et une base. Alors on va maintenant passer au problème stoichiométrique. Le premier, sans excès. Alors, bien faire attention aux consignes. Donc, on écrit l'équation, on recopie les informations en tableau et on complète un tableau d'avancement. Donc, je recopie l'équation. Ici, c'est du phosphite d'hydrogène avec du calcium métallique pur, corps pur simple, qui donne un sel, du phosphite de calcium. Et il y a 3 oxygènes sur le phosphite et il y a 2 fois le groupement phosphite. Donc compétence recopier l'équation, il faut rester attentif. Et voilà, donc c'est une attaque, c'est écrit en dessous d'un métal, donc c'est un solide, par un acide. Et on dit que c'est une solution de l'acide. Et qu'on obtient du dihydrogène. Alors dihydrogène, c'est de la culture générale, c'est un gaz et un sel. Donc si on avait une solution pour l'acide, le sel est en solution aussi. Donc j'écris l'équation, j'ai un peu réfléchi à quels états étaient les produits, mais ce n'est pas spécialement demandé. Alors, on écrit les données numériques. Donc on nous dit qu'on a 80 ml d'une solution 0,4 molaire, et ça concerne l'acide phosphoreux contenu dans cette solution. Donc les 80 ml, les 0,4 molaires, ça concerne l'acide phosphoreux. J'écris ça dans une colonne en dessous de l'acide phosphoreux.
Alors si on me dit 80 ml d'une solution, j'espère que vous comprenez que c'est un volume de solution. Les solutions doivent être mises en litres. Donc on prend le temps d'écrire son petit chiffre 1000, d'écrire son 80 et de voir combien il faut 0 pour le transformer en litres. 0,4 molaire, ça c'est une concentration. Donc dans le monde des solutions, on y plonge avec le volume des solutions et on peut parler en concentration massique ou en concentration molaire. Et 0,4 molaire, c'est une concentration molaire. On peut réécrire ça en disant que c'est 0,4 moles par litre. Donc dans une solution, on a une certaine quantité de matière qui peut être calculée en moles dans un litre de solution ou en grammes dans un litre de solution, selon qu'on considère le soluté sous forme de grammes ou de moles. Pour faire un problème stoichiométrique avec ces grandeurs chimiques, il faut transformer ça en moles. Alors de C vers le nombre de moles, on utilise le volume de solution. On réfléchit pour se dire est-ce que je multiplie, est-ce que je divise. Donc j'ai des moles par litre, j'ai des litres, je vais multiplier pour pouvoir simplifier mes litres. Donc 0,4 fois 0,08, c'est mon nombre de moles disponible dans ma solution pour faire ma réaction. 0,4 fois 0,08, on n'oublie pas de 0 et on trouve 0,032 moles. Je n'ai pas d'autres informations. Dans les problèmes sans excès, on ne va pas vous donner les deux quantités de réactifs. On va parfois vous donner les informations sur le réactif, parfois vous donner des informations sur le produit. Ici, on a des informations sur le réactif. Alors, il faut écrire un tableau d'avancement qui comprend le départ, la variation et la fin. Donc, quand on a une information de moles d'un réactif, on le met au départ. Si j'avais eu une information sur les nombres de moles d'un produit, je l'aurais mis à la fin. Alors, les réactifs, ils disparaissent avec leur coefficient. Les réactifs disparaissent avec leur coefficient. Les produits, ils apparaissent avec leur coefficient. Les produits, je n'en ai pas au départ. Les réactifs, si je suis sans excès et que je prends le calcium solide comme nécessaire, les réactifs, si je prends juste ce qu'il faut de chacun, je n'en aurai plus à la fin. Et donc, je vais essayer de calculer comment est-ce que toute mon équation dit ensemble dans le même bateau va réagir. Donc, je calcule le degré d'avancement. Donc, la variation du nombre de moles divisé par le coefficient. Donc, j'ai du 0,032 que je divise par 2 et j'obtiens 0,016. Et toute mon équation va avancer de la même façon. Et c'est décidé par la quantité que je connais d'acide phosphoreux. Alors ici, pour retrouver combien j'avais besoin de calcium pour que ça réagisse de manière stoichiométrique, en conditions stoichiométriques, sans excès, je vais faire le calcul à l'envers, donc avec un plus au lieu d'un moins, et je me retrouve avec 0,048. Donc 0,048 moins 3 fois 0,016, ça me donne bien 0. C'est un petit calcul écrit à chaque fois. Donc là, j'ai 0 plus 1 fois 0,16. Et ici, j'ai 0 plus 3 fois 0,16. Et voilà mon tableau d'avancement qui est complètement rempli. Alors, c'est pas fini, parce qu'on me pose des questions. On me demande quel volume de dihydrogène gazeux. Donc, c'est celui-ci. Je dois trouver un V gaz. Et on me demande quelle est la concentration massique. Donc ça, c'est du gamma. Donc, c'est la concentration à la hauteur de la masse. Et donc, il y a plusieurs étapes. Donc, je vais baisser un petit peu celui-là. On y va. Pour pouvoir calculer le volume de gaz, je repars du nombre de moles de mon gaz. Donc ça, c'est mon nombre de moles qui concerne H2. Je suis dans une colonne en dessous de H2. Et je vais transformer ce nombre de moles en V gaz. Alors ça, c'est un chemin direct. Et entre le nombre de moles et le volume de gaz, j'ai le volume molaire des gaz. Le volume molaire des gaz, symbole grand V petit m, c'est 22,4 litres par mole si on travaille à 0 degré et 1 atmosphère. On a pris l'habitude de faire ça. Alors je vais prendre mon nombre de moles et mon volume molaire et me dire est-ce que je multiplie, est-ce que je divise. Mon volume molaire, c'est un volume des litres molaires par mole. Alors je vais multiplier pour pouvoir simplifier mes moles. Donc je fais 0,048 fois 22,4 et j'obtiens 1,07, donc 1,1 litres. Les volumes de gaz sont en litres, c'est des grands volumes. Alors on continue. La deuxième question qu'on me pose, c'est la concentration massique du sel. Alors je peux choisir mon chemin pour aller
de mon nombre de moles à ma concentration massique, soit je passe par la masse, soit je passe par la concentration. Donc je vous propose de passer par la concentration molaire, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On peut faire l'autre chemin. Donc pour passer dans la concentration molaire, je vais d'abord utiliser le volume de solution pour trouver ma concentration molaire, et puis j'utiliserai ma masse molaire pour pouvoir trouver ma concentration massique. Donc mon volume de solution, on ne me dit pas spécialement le volume de solution finale, mais on dit que la solution finale garde le même volume que la solution initiale. Donc on reprend le volume qu'on a mis dans le pot, donc les 80 ml, les 0,08 litres, parce qu'on me dit que le volume ne change pas. Alors la formule pour trouver la concentration, je prends mon nombre de moles, mon volume de solution, et comme la concentration c'est en moles par litre, je divise 0,016 par 0,08 et j'obtiens 0,2 molaire, ou 0,2 moles par litre si vous préférez. Alors pour pouvoir passer de ma concentration massique à ma concentration molaire, j'utilise la masse molaire. C'est un chemin parallèle au chemin entre masse et mole. Et donc, calculer la masse molaire, il faut regarder la formule un peu plus haut. C'est Ca 3 fois, PO3 2 fois. Donc, je vais prendre 3 fois la masse du calcium qui vaut 40, plus 2 fois la masse du phosphore qui vaut 31, plus 6 fois la masse de l'oxygène qui vaut 16, parce que j'ai 3 oxygènes pris 2 fois, ça fait 6 fois. Et j'obtiens 278 grammes par mole. Pour obtenir la concentration massique, je prends ma concentration molaire, ma masse molaire, je regarde les unités. Concentration molaire, c'est des moles par litre. Masse molaire, c'est des grammes par mole. Et pour pouvoir simplifier mes moles, j'ai intérêt à les multiplier. Donc je prends mes 0,2 moles par litre, 0,2 molaire, fois 278, et j'obtiens 55,6. Et ce sont des grammes par litre, une concentration massique. Donc j'ai fait un problème stoichiométrique avec des données, des grandeurs, et c'est un problème sans excès. Il nous reste un problème à faire. Un problème, donc de nouveau on recopie l'équation. Et je fais toutes mes excuses à ma classe pour la mauvaise pondération de l'interro, mais on s'est organisé. Ici, j'ai corrigé. Et donc, j'écris l'équation et je prends les informations. Donc, on me dit qu'on fait réagir. Si on fait réagir, c'est ce que j'ai au départ. Je vais laisser un peu de place pour répondre à la partie sur la loi de Lavoisier. Donc, on me dit de faire réagir 3,6 moles de ces deux compétences recopier l'équation H6O avec 14 moles d'O2. On me demande ce que j'obtiens à la fin. Donc ce qui va se passer, c'est que mes réactifs vont disparaître avec leur coefficient et je dois décider de quel va être mon degré d'avancement. Alors si je le calcule pour le C2H6, je calcule ce degré d'avancement en faisant la variation divisée par le coefficient. Donc c'est 3,6 divisé par 2, ça me fait un degré d'avancement souhaité de 1,8. Si je le calcule ici, ma variation du nombre de moles divisé par le coefficient, c'est 14, parce que j'imagine toujours que ça arrive à 0. Il n'y en a qu'un des deux qui arrivera à 0, je ne sais pas encore lequel. Et donc la variation de 14 à 0, c'est 14. Divisé par le coefficient, c'est 6, et j'obtiens un degré d'avancement souhaité de 2,3333. Alors celui qui va emporter tout le monde aussi loin qu'il le veut, c'est le plus petit, 1,8. Et donc 3,6 moins 2 fois 1,8, celui-ci va arriver à 0, il est en défaut. L'autre, il voudra aller plus loin, mais comme l'autre, le premier réactif ne sait pas le suivre, il ne saura pas arriver jusque-là. Donc je fais mon calcul de 14 moins 6 fois 1,8 et j'obtiens 3,2. Donc il est en excès. J'ai plus qu'il ne me faut, mais tout ne sait pas réagir parce que on n'est pas en condition stoichiométrique. Alors il faut remplir tout le tableau. Alors pour les produits, je n'ai pas encore de produits au départ, donc je mets des zéros. Ils apparaissent avec leur coefficient et ils apparaissent liés avec le reste de l'équation d'après le produit qui commande le degré d'avancement. Et donc je fais après 0 plus 4 fois 1,8, ça me fait 7,2. 0 plus 6 fois 1,8, ça me fait 10,8. Donc ça, c'est la réponse à la question 3. Qu'obtient-on à la fin ? À la fin, on obtient
10,8 mol d'O2, 7,2 mol de CO2, 3,2 mol d'O2 restés en excès. Alors pour vérifier la loi de Lavoisier, on doit calculer la masse totale présente au départ et la masse totale présente à la fin. Donc pour calculer une masse à partir d'un nombre de moles présent au départ, j'utilise, ce sera toujours la même formule partout, le nombre de moles et la masse molaire, mol, gramme par mole, je vais multiplier. Alors pour calculer la masse molaire, je vais le faire pour le C2H6O, 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 16 fois 1, ça me fait du 46 grammes par mole. Et donc, qu'est-ce que j'avais au départ? J'avais 3,6 moles. Je multiplie ça par 46 grammes par mole. Et donc, j'avais 165,6 grammes de ce fameux C2H6O, donc l'éthanol. Si on me fournissait 14 moles de dioxygène, je fais le même calcul. Cette fois-ci avec la masse de l'oxygène qui vaut 32 grammes par mole, 2 fois 16. Je fais N fois M. Je fais donc 14 fois 32 et j'avais 448 grammes. Je n'avais pas de produit au départ, puisque c'est une réaction, donc au départ, la masse totale au départ, c'est la somme de la masse de mes réactifs. Et donc je fais 165,6 plus 448. Au départ, au total, j'avais 613,6 grammes. Alors je calcule ce que j'ai obtenu à la fin. Donc je prends cette fois-ci le nombre de moles de la fin et je les transforme en masse en utilisant la masse molaire. Donc ici je n'ai plus de celui-ci, il est en défaut. Donc je n'en ai plus, par contre celui-ci il m'en reste. Donc je reprends son nombre de moles et je multiplie par la masse molaire de l'oxygène du dioxygène qui veut toujours 32 et j'obtiens une masse. Alors la formule c'est toujours N, petit n fois grand M. Et si c'est 3,2 le nombre de moles que j'ai à la fin, je multiplie ça par le 32 de la masse molaire et j'obtiens 102,4 grammes d'oxygène qui me reste encore à la fin. Je fais le même calcul pour tout le monde, avec chaque fois la bonne masse molaire. Donc pour le CO2, c'est 12 plus 2 fois 16, c'est 44. Et donc je fais 44 fois 7,2. J'obtiens 316 grammes de CO2. Ici, pareil. La masse molaire, cette fois-ci, de l'eau. Ça, c'est 18 grammes par mole. Et je fais toujours la même formule. N fois M. 10,8 fois 18. Et j'ai 194,4 grammes. Et quand je fais le total de tout ça, la masse totale à la fin, la masse de mes produits, plus la masse de mon réactif en excès. C'est tout ça que j'ai à la fin. J'ai obtenu mes produits, mais il me reste encore un peu de produits, un peu de réactif. Et donc je prends le 102,4 qui est mon réactif en excès, le 316,8 qui est un de mes produits, le 194,4 qui est l'autre produit. Et si je fais la somme, j'obtiens 613,4 grammes. Et là, je suis contente parce que j'ai vraiment tout récupéré en masse, ce que j'avais au départ. La loi de Lavoisier est vérifiée. Mais pour que cela tombe juste, il faut une équation bien pondérée au départ.